Aujourd'hui, on se penche sur une analyse économique qui met le doigt sur une question, mais alors une question essentielle pour le modèle français. Comment est-ce possible que la courbe de la dette publique et celle de la richesse qu'on produit, qui pendant longtemps avançaient ensemble, main dans la main, donnent aujourd'hui l'impression d'être sur deux planètes complètement différentes? Regardez bien ce graphique, parce que tout part de là. La courbe bleue, c'est la richesse qu'on crée collectivement, notre fameux PIB. Et la rouge, eh bien, c'est la dette de l'État, qui n'arrête pas de grimper. Pendant des années, on le voit bien, ces deux-là dansaient en parfaite harmonie. Et puis, aux alentours de 2008, c'est la rupture, le divorce. La courbe rouge s'est littéralement envolée, pendant que la bleue, elle, a commencé à faire du surplace. Du coup, la question qui tue, pourquoi? Comment on explique ce grand écart, ce décrochage spectaculaire? C'est justement ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble en suivant pas à pas le raisonnement de l'analyse qui a inspiré cette présentation. Alors, premier temps, le grand décrochage. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut d'abord poser le constat. Ce n'est pas juste une petite anomalie passagère. L'analyse dont on parle évoque une véritable rupture structurelle. Ce qui est fascinant ici, c'est comment l'analyse découpe l'histoire récente en deux actes bien distincts. Avant 2008, on était dans ce qu'elle appelle la zone de dette productive. Pour faire simple, l'État empruntait 1 euro et hop, l'économie produisait plus d'1 euro de richesse en retour. L'endettement était un levier de croissance, ça marchait. Mais après 2008, le scénario change du tout au tout. On bascule dans une ère où chaque nouvel euro de dette peine, mais alors peine vraiment à générer ne serait-ce qu'1 euro de richesse. En clair, la machine s'est complètement grippée. Bon, le constat est posé, c'est une chose. Mais le plus important, c'est de comprendre le pourquoi du comment. L'analyse qu'on décrypte aujourd'hui met sur la table un diagnostic très précis, articulé autour de 5 mécanismes qui, ensemble, pourraient expliquer ce phénomène. Premier mécanisme, c'est un grand classique en économie, la loi des rendements décroissants. Vous voyez l'idée, c'est comme arroser une plante. Le premier litre d'eau est essentiel, le 10e, pourquoi pas, mais au 100e, vous la noyez. Eh bien, l'idée ici, d'après cette analyse, c'est la même chose pour la dépense publique. On aurait tout simplement dépassé le point d'efficacité optimal. Et cette citation, tirée de la source, elle est très parlante. Elle résume parfaitement le concept. On n'est plus dans l'irrigation qui fait pousser les choses, on est dans l'inondation qui est contre-productive. La dépense publique, au lieu de stimuler, commencerait à créer plus de problèmes qu'elle n'en résout. Deuxième mécanisme possible, c'est ce qu'on appelle l'effet d'éviction. Ici, l'argument est que l'État, en ayant besoin de tant d'argent et en empruntant massivement, agit un peu comme un immense aspirateur à capitaux. Et cet effet d'aspiration, il se jouerait sur deux fronts. D'un côté, il y a l'éviction financière. L'épargne des Français, qui aurait pu aller financer des entreprises innovantes, des PME, est en fait captée par la dette de l'État jugée plus sûre. Et de l'autre, l'éviction des talents. Le secteur public, avec la sécurité de l'emploi, attire des cerveaux qui, autrement, auraient peut-être pris le risque de créer leur propre entreprise. Le moteur du secteur privé se retrouverait donc un peu privé de son carburant essentiel, l'argent et les talents. Troisième mécanisme, avec un terme qui frappe, la zombification. On sait que pour qu'une forêt reste saine, il faut parfois que les vieux arbres tombent pour laisser la lumière atteindre les jeunes pousses. En économie, c'est un peu pareil, ça s'appelle la destruction créatrice. Les entreprises moins performantes disparaissent pour laisser la place à de nouvelles, plus innovantes. Sauf que, selon cette analyse, en maintenant artificiellement en vie des entreprises qui ne sont plus viables, via tout un tas d'aides et de subventions, l'État bloquerait ce processus de renouvellement naturel. Et la citation, elle est assez directe, ce serait un choix de société. On achèterait la paix sociale aujourd'hui, mais au risque de sacrifier notre dynamisme économique et la croissance de demain. Quatrième point qui s'inspire beaucoup de l'économiste Frédéric Bastiat, c'est cette fameuse idée qu'en économie, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit, c'est facile. C'est le nouveau gymnase, la subvention qui est versée, le pont qu'on inaugure. C'est concret, c'est visible. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est tout l'argent qui a été prélevé pour financer ça. Qu'auraient fait les entreprises, les familles avec cet argent s'il était resté dans leur poche? C'est toute cette activité économique potentielle qui est, par définition, invisible et donc sacrifiée. Et on en arrive au cinquième et dernier mécanisme de ce diagnostic, le cercle vicieux fiscal. Là, on touche presque à la psychologie des acteurs économiques. La théorie est la suivante. Les agents économiques ne sont pas naïfs. Quand ils voient la dette publique grimper en flèche, ils se disent « Attention, tôt ou tard, il va falloir rembourser tout ça ». Et rembourser, ça rime souvent avec hausse d'impôts. Du coup, cette simple anticipation, cette crainte, les pousse à être plus prudents dès aujourd'hui. On épargne plus, on consomme moins, on investit moins. Et l'ironie terrible dans tout ça, c'est que ce réflexe de prudence ralentit l'économie, ce qui diminue les rentrées fiscales de l'État, qui est donc obligé de s'endetter encore plus. C'est le serpent qui se mord la queue, une véritable prophétie autoréalisatrice. Alors, face à ce diagnostic, qui est quand même assez sombre, quelle serait la prescription? L'analyse qu'on étudie ne s'arrête pas au constat, elle propose une solution qu'elle nomme un choc libéral. Et cette solution, elle repose sur 3 piliers. D'abord, recentrer l'État sur ses missions fondamentales, ses fonctions régaliennes. Ensuite,
déréglementer en profondeur pour que ce soit le marché, la rentabilité économique qui guide les investissements et non plus des décisions politiques. Et enfin, et c'est sans doute le point le plus difficile, accepter une plus grande part de risque, y compris la faillite d'entreprises, pour que le capital et les talents qu'elles immobilisent soient libérés et réalloués vers des secteurs plus porteurs. Tout ce décryptage nous conduit donc à une dernière interrogation, une question qui finalement pèse lourdement sur l'avenir économique du pays. Cette petite phrase, elle résume tout. Le débat sur la dette, ce n'est pas juste une discussion de technocrates. Ça a des conséquences très concrètes sur la pression fiscale de demain, sur le pouvoir d'achat et sur la capacité des générations futures à investir, à créer, à innover. Et ça nous ramène à notre graphique du tout début. La question finale, celle qui reste en suspens à la fin de cette analyse, c'est de savoir jusqu'où cette courbe rouge peut continuer son ascension folle avant qu'on atteigne un vrai point de rupture. Et c'est sur cette interrogation, un peu vertigineuse, que se termine cette présentation.